Bonjour les amis, nous allons faire une analyse tout d'abord du CAC 40 à la clôture du vendredi 23 avril 2021. Alors, déjà, on va analyser un petit peu ce qui s'était passé sur le signal de vente. On avait eu je vous en avais parlé, une pierre tombale ici, puis une grosse bougie rouge. En théorie, ça, c'est effectivement très très baissier. Néanmoins, ce fut un faux signal. On avait un signal sur Directional Index Mouvement ici, on le voit bien, qui finalement nous a induit en erreur, puisqu'en fait le marché est reparti à l'achat. Il est reparti à l'achat à peu près dans le bas de cette bougie verte et ça reste acheteur. Néanmoins, aujourd'hui, on voit que vendredi, en clôture, on a eu un doji, donc une incertitude, mais qui reste, qui laisse en fait le CAC 40 acheteur. Alors, certains me posent des questions. J'aimerais revenir sur les signaux, hein. Moi, je travaille essentiellement pour le court terme sur Directional Index Mouvement paramétré en 2-12. Il faut bien le paramétrer, hein, parce que souvent les gens le travaillent sur 14. Voilà, donc c'est pas le même paramétrage. Moi, je fais des tests et je préfère ce type de signaux que je couple avec la moyenne de 12, souvent de 12 en 5 minutes en trading. Et à ça, j'ajoute des trends, des trends quand ils sont cassés, me permettent de vendre ou d'acheter. Donc, je rajoute aussi d'autres techniques, évidemment, sur du court terme. Mais avant de faire du trading en intraday, il faut toujours se faire une analyse sur le long terme. C'est pas parce que vous tradez en intraday qu'il faut faire n'importe quoi. Quand on trade, des fois, vous allez rester 20 secondes, 10 secondes, 20 secondes, et puis prendre des bénéfices tout de suite. Si le marché part, il vous donne 10 points, 15 points, vous les prenez. Vous faites du scalping, euh, vous êtes là pour trader entre une seconde, 5 minutes, 15 minutes. Des fois, vous êtes collé, vous allez peut-être rester toute la journée en pause, ce qui m'arrive très souvent, hein. Croyez pas que je suis le roi du pétrole. On est, euh, on est dans l'incertitude. Quand on rentre dans le marché, on sait jamais ce que le marché va faire ensuite. La seule chose, c'est qu'il faut trader dans le sens du marché, sauf cas exceptionnel ou quand il y a vraiment des gros excès. Et encore que, j'aime pas me mettre, même sur excès, contre le marché parce que on ne sait jamais si l'excès il est déjà excessif. On peut encore être encore plus excessif qu'excessif. Donc, trader dans le sens du marché. En l'occurrence, ici, on avait un signal là, ici, sur cette bougie-là. Personnellement, moi, tous les jours qu'a fait mes jours de trading, intraday, j'ai tradé dans le sens du marché. J'ai pris 3 points, 5 points ici, 5 points ici, 10 points là, 2 points là, 6 points là, ou etc. En fait, mais dans le sens de la hausse. Je n'ai fait que des achats que j'ai essayé de clôturer en fin de journée, jusqu'au moment où il fait effectivement ici, j'ai été, c'était ici sur cette bougie-là, j'ai été collé à l'achat. Forcément, j'ai été collé à l'achat et cette journée-là, j'ai fait une perte et une grosse perte puisque ça lui est une perte de plus de 14 points. Donc quand on gagne 2, 3, 5 points par jour et puis que dans une journée, une seule, on en perd 14, effectivement, la journée de retournement est une journée de perte sèche, hein. On ne peut pas gagner tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est celui qui fait ça, c'est un menteur. J'ai jamais vu une personne, même pourtant j'ai fréquenté parmi les meilleurs traders de la planète, mais jamais ces gens-là gagnent tous les jours. C'est impossible, impossible. Et donc là, on est dans une situation où le marché s'est retourné, et donc effectivement, pareil, je gagne 3 points, je me rappelle plus, pareil ici. Et ici, là, bah, effectivement, je suis collé avec un contrat parce que ça se passe pas très bien pour moi, mais je suis confiant puisque je suis dans mon sens, je suis dans le sens de l'achat.
Voilà, c'est ça qui est important. C'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas se laisser emporter par l'intuition, il ne faut pas se laisser emporter par la peur, parce qu'effectivement, quand vous voyez une bougie comme ça et que euh, vous êtes acheteur, vous avez forcément peur, donc vous les coupez. Mais il ne faut pas couper avant que le système vous dise de couper, parce que là, cette bougie-là, elle a clôturé comme ça, mais elle aurait ppû très bien se retourner en fin de séance et finir en super hausse pour X ou Y raison. Donc, faut pas se laisser, un, emporter par la peur, ni deux, emporté par l'euphorie. Parce que quand vous avez une bougie comme ça, vous dites ça y est, c'est la fin du bull run, ça y est, je vends, et puis ça y est, je vais vendre 20 fois plus que ce que j'avais acheté parce que c'est fini. Bah, si vous aviez fait ça, c'est pas 14 points que vous auriez perdu, c'est 14 fois 20. Oui. Et donc, ça serait peut-être l'occasion d'avoir cramé votre compte, tout simplement, puisque vous seriez surexposé au risque. N'oubliez jamais le facteur risque, hein. Il y a toujours un truc important à avoir en tête, c'est le facteur rendement-risque. Donc, toujours traiter à peu près les mêmes quantités. Je ne dis pas de traiter toujours un lot, deux lots, un lot, deux lots. Il y a parfois des situations où vous pouvez monter à 3 lots, 4 lots. Par exemple, si vous traitez un ou deux lots, vous pouvez doubler la quantité tradée, mais seulement dans votre limite autorisée. Autorisée parce que votre compte vous permet, et la plupart du temps, essayer de trader d'une façon, on va dire, sous-pondéré par rapport à ce que vous êtes capable de. Si vous êtes capable de porter 10 lots, traitez avec un lot. Je veux dire, tous les jours, le marché vous donne des points. Donc, de vouloir être trop gourmand, et croyez-en mon expérience, c'est pas la première fois que je crame un compte, c'est pas la première fois que je me retrouve avec des pertes supérieures à ce que j'ai gagné parfois même dans toute l'année. Pourquoi? Par excès de confiance. Pourquoi? Parce que tout simplement, vouloir gagner plus, vouloir gagner trop, n'est pas raisonnable. Donc aujourd'hui, moi je vous parle avec expérience, euh, et expérience de l'avoir fait, d'avoir perdu de l'argent. Donc ne vous surexposez pas par rapport à ce que vous faites. Donc pour en revenir à l'analyse technique pure et dure, hein, parce que là j'ai fait un peu de psychologie de marché. On est dans une phase donc sur le CAC 40 qui reste haussière, mais indécise. Alors indécise, pourquoi? Maintenant on va revenir sur la psychologie de marché, mais pas la psychologie du trader, hein, parce qu'en fait il y a l'analyse technique, il y a la psychologie de marché et il y a la psychologie du trader. Tout ça, euh, ça fait que si vous comprenez bien ça, la première des choses, c'est bien vous comprendre vous-même, bien connaître vos qualités, vos défauts, bien connaître vos capacités surtout de réaction par rapport au marché. Donc là, tout simplement, moi, je vais, et vous ferez ce que vous voudrez, hein, parce que moi, je ne vous force pas à trader dans un sens ou dans un autre. Tout ce que je cherche à vous inculquer, c'est une technique de combat qui va vous permettre de combattre quand le marché ne sera pas dans votre sens. La technique, c'est de mettre un stop. Et le stop, moi, je le mets systématiquement sur Directional Index Mouvement. Après, je rajoute des choses qui peuvent être la moyenne de 12, qui peuvent être des trends, qui peuvent être tout un tas de techniques que vous devez vous forger, hein. J'ai fait des vidéos sur les trends, sur les triangles, il y a mille et une techniques. Allez voir ce qui se passe en analyse technique, mais restez bien sur de la technique dans vos trades intraday, mais restez aussi sur de la technique long terme avant de rentrer vos trades. Et là, le long terme est indécis. Est indécis, mais plutôt haussier, puisqu'on a plutôt des indicateurs qui nous disent que cette correction fut une correction plutôt technique. Le marché a besoin de respirer, donc il n'est pas impossible qu'on reste en horizontal quelque temps avec de faux signaux. Mais par contre, les objectifs, hein, je vous ai donné, sont sur le CAC 40 bien plus haut. Je pense qu'en fin d'année, on pourrait être sur 6009, 7000, ça m'étonnerait pas qu'on soit bien plus haut qu'aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que la psychologie de marché
attend beaucoup de la sortie de la fin de crise du Covid. Le marché attend que les avions volent normalement, que les gens puissent voyager. Tout ce qui est encore dans le domaine du tourisme, etc., c'est encore, c'est encore en crise. Il ne faut pas oublier que le pays, mais le monde entier est encore en crise. Et donc, il y a encore de l'incertitude. Et moi, je serais pas étonné que une fois qu'on arrive en sortie de crise, parce que là, le marché toujours anticipe, une fois qu'on sera arrivé à 6 000, 9 000, 7 000, ça sera certainement un signe qu'on est en sortie de crise, que tout refonctionnera normalement. Et si tout refonctionne normalement, ben, on sera arrivé à objectif. Que feront tous ces gens-là qui ont acheté ici, 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 ici? Si on arrive à 6009, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Bah, psychologiquement, ils vont se dire bah, j'ai bien gagné, je vais vendre. Et alors que toutes les nouvelles seront bonnes, vous verrez le marché certainement baissier et baisser considérablement parce qu'il y aura d'énormes prises de bénéfices qui ne voudront pas dire que tout va mal, mais c'est tout simplement que des gens prendront leurs bénéfices. Donc voilà ce que je voulais dire sur le CAC 40. Si vous faites de l'intraday, du scalping, soyez prudent et tradez toujours dans le sens du marché avec des stops. Quand vous avez des gains, je ne le redirai jamais assez, vous avez des gains, mettez un stop, protégez 20%, 30%, 50% de vos gains, tout dépend ce que vous avez à protéger. Puis à la limite, partez faire un tour. Hein, restez pas devant les écrans. C'est pareil, d'être trop devant les écrans vous incite à prendre des bénéfices. Et le problème, c'est que quand vous prenez des bénéfices parce qu'on vous donne 10 points, si vous protégez 4 points par exemple, bah, le problème c'est que vous risquez d'être touché, mais aussi le problème c'est que si le marché part, si vous êtes touché c'est pas grave, vous avez toujours gagné 4 points. Et si le marché part et qu'il vous donne 100 points, 200 points, 300 points, vous les prendrez jamais, parce que dès que vous aurez 20 points à prendre, eh bien, vous les prendrez, et puis quand vous avez pris 20 points, bah, vous ne prendrez pas 200 points. Donc, oubliez pas justement la psychologie, votre propre psychologie, votre capacité à tenir dans un marché qui n'est pas forcément facile. Et parfois, la meilleure des capacités de tout à chacun, enfin moi c'est ce que je fais assez souvent, dès que j'ai un stop et que je peux vaquer à d'autres occupations, on clique sur le bouton off, on regarde plus, ou on regarde dans une heure, on regarde un petit peu, puis hop, on s'en va, parce que la curiosité fait qu'on a envie de regarder, bien sûr, mais essayez de vous détacher du marché. Alors maintenant, on va regarder l'action totale qui est une de mes plus grosses, qui est la plus grosse de mes pauses. Et si vous m'avez suivi sur ma dernière vidéo, qui avait comme titre La fin du slip est-elle terminée? Et si vous regardez cette vidéo, j'avais vendu quelques valeurs. Pourquoi? Parce que effectivement, il y avait eu un signal de vente sur le CAC 40, mais aussi j'avais vendu quand même 1000 total, ce qui représente une grosse ligne hein, pour mon portefeuille, mais qui représentait à peu près 10% de ma ligne totale. Pourquoi j'ai vendu 1000 total alors que je crois toujours en la valeur et que la valeur n'est pas chère? Mais ceci dit, j'en gardais quand même une grosse quantité puisque ça représentait que 10% de ma ligne. Premièrement, quand on regarde cette bougie-là, grosse bougie, qui était en fait en même temps que le CAC 40, une bougie de vente. Donc j'avais un signal de vente sur le CAC 40 et j'avais devant les yeux le graphique que vous voyez. On peut pas dire que la pente est euphorique hein, sur la valeur et j'avais de gros bénéfices quand même à tirer de cette valeur pour l'avoir acheté bien plus bas, tout du moins cette ligne-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai protégé mes gains à peu près bah, quand on a cassé ici le plus bas ici. J'ai dit bon si on est venu ici qui représentait des points là ici, hein, quand on est venu ici puis qu'on n'a pas pu casser, qu'on est rebondi mais qu'on revient ici puis qu'on casse finalement, bah faut se barrer quoi. Donc voilà, j'ai pris la décision de pas tout vendre parce que voilà, on sait jamais ce que va faire le marché. Le marché, il aurait pu ici aussi rebuter un peu plus bas pour X ou Y raison, puis repartir.
puis repartir à 50. Et puis si vous avez sorti l'intégralité de votre ligne, si vous devez racheter à 39 ou 40, bah, c'est pas une bonne affaire, hein. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est d'alléger considérablement ma ligne, qui était donc du long terme, je dirais même très long terme sur Total. J'ai fait une allocation d'actifs, j'ai sorti 1000, c'est-à-dire 10% du portefeuille total, et que j'ai passé que j'ai passé en court terme. C'est-à-dire que sur ces 1000 titres, j'en suis sorti pour faire de la liquidité, puisque j'ai vendu, rappelez-vous, avait été vendu aussi Tesla, Air Liquide, et puis je sais plus quoi. Mais donc j'étais sorti, j'avais aussi vendu du Seagate, donc des titres qui nous avaient donné entre 20 et 40%. Donc c'était tout simplement pour protéger aussi des bénéfices et aussi sur des valeurs, bon, pas sur Total, mais sur d'autres valeurs, des valeurs qui étaient sur leur plus haut. Et je vais vous montrer maintenant sur Total une chose intéressante. Bah, après, vous ferez ce que vous voudrez, mais je vais vous dire ce que moi j'ai fait. Et donc là, vous allez voir sur ce graphique, là, ici, en rouge, vous voyez le graphique de Total. En vert, vous voyez Philip Morris. Et en noir, vous voyez Shell Midstream Partners. Donc, sur ce graphique où on superpose en fait les cours clôture de chaque journée qui passe depuis juillet 2016 jusqu'à janvier 2021, on s'aperçoit qu'en 2016, tout ce petit monde était là, on le voit bien ici, euh, tout ce petit monde était quasiment au même prix. Donc il y avait des fois une valeur qui était au-dessus des autres, et puis vice versa, mais dans la même fourchette de prix quasiment sur 2016. Puis on a bien vu que depuis janvier 2017, bah, Total avait pris un ascendant sur les autres valeurs. Puis, sur 2020, on s'est aperçu que, bah, effectivement, bah, Total a rejoint tout le monde. Et que, bah, ensuite, sur le rebond, bah, Total est reparti de plus belle au-dessus des autres. Moi, ce que je vois là, c'est que il y a vraiment sous-valorisation de Shell Midstream Partners et de Phillips 66, qui sont de très très belles valeurs pétrolières aussi. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à acheter un petit peu de Shell et un peu de Phillips 66. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Total, là, on voit sur 2021, Total nous donne un rendement de 7,16%. Et si vous regardez Shell, ouais, Shell vous donne plus de 10%, hein, Shell vous donne 10,8% de rendement. C'est pareil, c'est trimestriel aussi, hein, Shell. Donc bien mieux que Total finalement. Et si vous regardez Philips 66, pareil en 2021, c'est une valeur qui vous donne 9,72%. Alors un petit peu plus d'ailleurs vendredi matin ou jeudi après-midi, on était plutôt sur les 11% à peu près sur ces deux valeurs, parce que ces deux valeurs ont elles aussi beaucoup monté. Donc en fait, quand on regarde par rapport à Total qui verse du 7%, on s'aperçoit que on a quand même plus de 2 points de plus en termes de dividendes. Et moi qui ai une stratégie beaucoup axée sur les dividendes, alors ça c'est aussi une question de stratégie. Beaucoup préfèrent des valeurs de croissance parce que effectivement le dividende c'est un petit peu une prise de bénéfice imposée, puisqu'on vous impose de prendre des parties de bénéfices sur ce que vous gagnez.
sur ce que la valeur gagne et que cette prise de bénéfice qu'on vous impose, elle est taxée, hein, puisque forcément vous gagnez de l'argent sur les dividendes qui tombent. Ceci dit, moi j'aime bien avoir la possibilité de pouvoir réinvestir ces dividendes dans autre chose que cette même valeur qui me verse ses dividendes, alors qu'une valeur qui verse pas de dividendes et qui réinvestit tout dans son même secteur ne vous le permet pas. Et puis surtout, il y a un moment donné, vous pouvez avoir, ça m'est arrivé sur notamment une valeur comme Rallye, vous pouvez avoir une valeur comme Rallye à l'époque qui vous versait 10-11% de rendement. Super, super. Vous ramassez pendant 10 ans, on va dire 10% de rendement, c'est cool. Sauf qu'à un moment donné, on s'aperçoit que la valeur, eh ben, elle s'écroule parce qu'elle est surendettée, etc., etc. Et que vos 10 vos 10 années de dividendes perçues vous sont reprises comme ça d'un coup par le marché parce que la valeur s'écroule. Et donc de pouvoir diversifier, ça je le dirai jamais assez, diversifier, c'est hyper important. Et donc, bien sûr, je ne suis pas rentré que pour le rendement, hein, puisque j'ai quand même d'abord étudié le graphique de Philips 66 Partners, par exemple, en premier lieu. Et sur cette bougie-là de jeudi, on voyait bien qu'il y avait une velléité de hausse assez importante. Et d'ailleurs, ça a été prouvé le lendemain, on a cassé tous les plus hauts là ici, et on a même cassé le plus haut qui se trouve ici. Donc, quand on fait un zoom, et c'est très très important de faire des zooms euh, sur du court terme, mais aussi de regarder ensuite le moyen terme et le long terme. Ce qui est important, eh bien, c'est de voir les zones. On voit qu'on vient de casser ici, là, ce qui est en jaune ici, le plus haut, ça a été cassé. Donc ça, c'est pour moi un signal d'achat très fort, puisque là, on avait tenté ici de revenir sur en fait l'ouverture de cette bougie qui était annonciatrice d'une continuité de baisse très forte. Là aujourd'hui, on repart, on a un graphe en assiette, là on voit bien qu'il y a une assiette qui s'est formée et puis qu'on casse le haut de cette assiette. Donc normalement, graphiquement, ça c'est un signal d'achat. On voit que les prochaines zones, c'est plutôt ici. Donc on est sur les 42-43 dollars et qu'après on est sur du 48 dollars. Donc quand vous achetez sur du 35, 34-35 et que votre possibilité c'est d'aller sur 48 dollars, on a beaucoup plus en fait à gagner que sur Total aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sur Total, on a à peu près la même possibilité, puisque les plus hauts de Total se trouvent aussi à peu près dans cette même configuration. Sauf qu'une fois qu'on va arriver sur ces zones-là, Total sera à peu près sur ses plus hauts, hein, parce que les plus hauts de Total étaient dans les 55 euros. Donc voilà, sauf que nous ici, sur cette valeur-là, on va pouvoir aller se balader sur du 65 dollars. Donc 35-65, si jamais elle revenait sur ses plus hauts, il y a quand même beaucoup plus à gagner et surtout un rendement. Ces 2 points de rendement nous permettent effectivement de pouvoir, si jamais Total continue à baisser par exemple, ce qui n'est pas impossible, supposons qu'on ait de bonnes opportunités d'acheter du Total pour bien moins cher qu'aujourd'hui, et puis que cette valeur qui est à contresens, parce que rappelez-vous, le graphe de Total, lui, sur cette période-là, il baisse, et sur cette période-là, vous avez Philips 66 qui monte. Donc si Philips 66 continue à monter, puisque tout est acheteur sur cette valeur, et puis que sur Total, les cours finissaient par baisser, il serait intéressant, effectivement, à ce moment-là, de tout simplement de refaire une réallocation d'actifs sur Total, de vendre du Philips 66 pour revenir sur Total, mais ça, on verra à ce moment-là. Pour l'instant, donc, je pense que c'est en tout cas une valeur, si vous ne l'avez pas en portefeuille, à mettre en portefeuille. Alors, même chose sur Shell Midstream Partners.
Si on regarde le graphique, et là c'est beaucoup plus parlant, parce que là c'est une assiette beaucoup plus prononcée. Par contre, on n'a pas cassé les plus hauts, donc il n'y a pas de signaux aussi forts que sur Philips 66, mais néanmoins, l'assiette est beaucoup plus belle. Donc on a vraiment, c'est même plus une assiette, c'est en fait, vous avez un graphique qui est en forme de tasse, vous avez l'anse ici, et puis vous avez la tasse ici. Donc ça, c'est très très haussier, surtout si l'on casse ces fameux plus hauts ici, qui serait vraiment une impulsion certainement haussière qui nous amènerait au moins, je pense, sur 20 $. Et si on regarde le graphique de la valeur, moi j'aime bien mettre aussi du monthly, donc là aussi c'est très important de sauter d'un graphique monthly à un graphique daily, voire du weekly, de façon à voir des choses que vous ne voyez pas forcément dans le daily. Voyez, là par exemple on voit que sur ces plus bas ici, pendant la crise Covid, on n'a jamais été, je veux dire, sur cette valeur, on n'avait jamais été aussi bas, donc on n'a jamais été aussi bas de tous les cours qu'on peut voir ici depuis 2015. Et là, on voit que ça se détend et que les choses reprennent une bonne configuration qui est plutôt haussière. Donc, après coup, moi personnellement, je vois qu'il y a un trend ici baissier, on va le tracer d'ailleurs. Il suffit de tracer, voilà, le trend. Je vais y arriver peut-être. Voilà. Et on s'aperçoit que c'est en train de casser. Si on casse ce trend, alors moi j'ai un petit peu devancé les choses, parce que quand on veut gagner de l'argent, il faut aussi prendre des risques. Et si on reste sur du long terme, je veux dire, si vous achetez du Shell Midstream Partner sur ces prix-là, ici, que ce soit ici, alors si vous achetez ici, vous avez été le roi du pétrole, c'est le cas de le dire, mais si vous achetez même sur les plus hauts avant de casser le trend, prenez pas un grand risque, parce que qu'est-ce qui va se passer, ça peut rebaisser, mais à un moment donné, le trend, lui, va continuer à baisser, et il sera d'autant plus facile à recasser. Et ce sera peut-être là qu'il faudra redonner un petit peu de cash pour pouvoir moyenner sa position, hein, quand on vient de 48 et des broquettes et que vous vous retrouvez entre 12 et 15, vous êtes presque 4 fois en dessous des cours les plus hauts. Donc quand une valeur comme Shell se négocie avec des ristournes de 4 fois moins cher que sur ses plus hauts, c'est des opportunités qu'il ne faut pas louper, hein. Et là, effectivement, si jamais on casse ce trend, on va aller mais beaucoup plus haut. Je peux vous dire qu'il y a de grandes chances, évidemment, sauf si pandémie revenait, etc., etc. Ben, il faut rester un petit peu aussi objectif et positif, hein, dans la vie, et puis savoir prendre des risques. Donc quand on regarde où peut aller cette valeur, bah, sur ces plus hauts, c'est du 49. Souvent, par excès, on va plutôt un peu plus haut, même très souvent. Donc 49,50, quand vous l'achetez à 15, voire un peu en dessous, c'est très positif. Donc voilà, moi, ce que j'ai fait. Et c'est très certainement encore possible de rentrer sur la valeur. C'est pas parce que je l'ai fait un peu plus tôt, et il n'est pas impossible d'ailleurs que lundi, cette valeur rebaisse un peu et qu'elle franchisse pas ce trend. Donc c'est pas parce que je l'ai fait 24 heures avant tout le monde qu'il faut plus le faire, hein. Après, moi, je vous dis ce que j'ai fait après coup, parce que je peux pas vous faire des vidéos forcément tous les jours, mais euh, souvent, quand je vous donne les trucs, souvent, vous pouvez même rentrer mieux que moi, même quand je suis rentré avant vous, parce que parfois le marché donne, et moi, c'est pas parfois, c'est même pratiquement tout le temps, le marché me donne pas raison tout de suite. Pourquoi? Parce que je suis pas non plus forcément très bon en timing. Alors sinon, je vous l'avais dit, hein, je restais, hein, on va regarder un peu notre portefeuille, je suis resté en pause sur Coca-Cola. AXA, j'avais un petit peu diminué, mais je conserve encore ma pause.
Sur Taiwan Semiconductor, c'est une ligne qui est relativement perdante puisque j'ai acheté un peu plus haut. Mais si cette valeur baissait encore, je referais feu dessus parce que c'est une excellente valeur à mettre en portefeuille. LDC, Orange, tout ça, on conserve. Tesla, je vous l'avais dit, j'étais sorti. Air Liquide, je suis sorti d'une partie de la ligne. J'ai pas tout vendu, mais j'ai conservé. Kimberly-Clark Corporation, c'est une valeur qu'on conserve aussi. Ce qui se passe sur cette valeur, c'est intéressant hein, parce que c'est pareil, on va avoir peut-être des opportunités sur la valeur parce que la valeur là a donc vendredi complètement décroché de 5,86%. Elle avait un petit peu monté hein, toute la semaine avant la publication de ces chiffres. Par contre, les chiffres ont été foncièrement mauvais. En fait, donc c'est un groupe, hein, Kimberly-Clark Corporation, c'est un groupe qui pâtit de la hausse des prix des matières premières, notamment de la pâte à papier, parce que c'est un groupe qui fait du papier toilette, qui fait des Kleenex, des couches culottes. Et donc ça, c'est très très gourmand en pâte à papier. Et effectivement, la hausse du prix de la pâte à papier pèse sur leur marge et sur leurs bénéfices. Donc les résultats du premier trimestre ont donc déçu puisque le chiffre d'affaires a reculé de 5%. Voilà, pour moi, personnellement, rien de dramatique sur cette belle valeur. Effectivement, on aurait préféré avoir des meilleurs chiffres, etc. Mais c'est dans des reculs pareils que souvent s'engagent des stops où certaines personnes qui ont acheté à 100 ou 90 sortent parce qu'ils se disent moi je protège mes gains, etc. Vous connaissez la musique. Ou tout simplement il y a des signaux de vente qui font que on vend. Et c'est sur du long terme, quand on travaille sur du long terme, des excellents points pour rentrer dans une valeur qui se négocie avec des rabais importants. Donc c'est une valeur qui, comme Taiwan Semiconductor, dans mes lignes, s'affiche en perte. Mais voilà, je suis confiant parce que je suis confiant sur la valeur. Et quand on a confiance en la valeur, c'est une valeur qu'on peut traîner 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans s'il faut. Voilà. Par contre, effectivement, 10 ans, ça fait un peu long. Mais ce genre de valeur, ça reste jamais 10 ans à la cave. Hein. Ça finit toujours par rebondir. Et donc, on conserve. Donc Shell et Philips 66 Partners sont deux nouvelles lignes qui ont été créées dernièrement. J'avais créé aussi Realty Income, dont je vais encore vous parler aujourd'hui. Donc j'ai acheté aussi un peu plus de Realty Income grâce aux ventes que j'avais effectuées sur Tesla, sur Air Liquide et Total aussi. Et on va regarder un petit peu au niveau finance. Pourquoi je me porte de plus en plus aussi sur cette valeur. Donc j'ai augmenté mes lignes. Alors, pourquoi? Parce que c'est une valeur qui verse 4,11% de rendement. Et l'avantage de cette valeur, c'est qu'elle verse son dividende mensuellement. Donc vous avez du revenu mensuel. Alors moi j'ai besoin aussi de lisser mes revenus, mes futurs revenus d'une manière la plus mensualisée possible, puisque c'est des revenus qui vont bientôt me permettre de vivre hein, quand je vais arrêter de travailler. Et donc d'avoir des revenus lissés mensuels, pour ceux qui souhaitent avoir du revenu euh, fréquent, en général, hein, l'être humain cadre ses fréquences de dépenses mensuellement, puisque vous payez vous mangez chaque mois, vous avez des échéances de loyer, je sais pas moi, vos contrats de téléphone portable, électricité, enfin, etc. Donc vous avez des dépenses mensuelles. Et donc c'est toujours très intéressant d'avoir des revenus mensuels
parce que les revenus actions trimestriels, bon, c'est bien, hein, il suffit de capitaliser, mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir vivre 3 mois, c'est bien. Mais d'avoir des revenus mensuels complémentaires, ça a du sens. Donc en plus, 4,11% sur une valeur qui est principalement axée sur l'immobilier. Moi, ça me plaît bien parce qu'effectivement, l'immobilier, c'est beaucoup moins erratique que le pétrole ou que d'autres valeurs. Et à partir du moment où c'est versé mensuellement, finalement, si vous calculez en termes de dividendes réinvestis, ça vous donne bien plus que 4%, puisque ces dividendes, si vous les réinvestissez, si vous les réinvestissez par exemple dans du Shell, Midstream Partner, qui vous donne 10%, vous arrivez quasiment, à une condition de réinvestir ces dividendes, vous arrivez quasiment à avoir le même dividende que Total, sauf que vous avez du dividende mensuel et sur quelque chose qui est beaucoup moins erratique en termes de cours que sur quelque chose qui est axé sur des cours du pétrole. Et en termes de diversification, pour terminer, Realty Income, moi ça me plaît bien. Je ferai une vidéo, je vous l'ai dit déjà, uniquement sur cette valeur pour vous vanter un peu les mérites de cette valeur qui est une très belle valeur. Mais avant tout, on va regarder son graphique. Et le graphique, là, quand on regarde ce graphique, on voit bien ici que la valeur était bien orientée et puis qu'ensuite on a eu la crise, la catastrophe là, du Covid et que c'est une valeur qui se traitait 83 euros et des broquettes sur ses plus hauts et on l'a retrouvé à 37 et des broquettes. Donc vous imaginez bien que cette valeur a morflé parce que tout simplement, à partir du moment où on confinait tout le monde et que cette valeur est uniquement portée sur des, de l'immobilier, mais de l'immobilier d'entreprise. Les entreprises clientes de Realty Income, c'est Amazon, c'est Walmart, enfin des grosses sociétés qui, elles, continuent à tourner, donc qui ont continué à, à payer leur loyer, tout simplement. Et donc, cette société s'est vautrée complètement d'une manière, on va dire complètement stupide. Les gens ont vendu en panique, grosse panique, stupide des opérateurs. Moi, à l'époque, j'étais sur d'autres valeurs qui ont super bien performé. J'ai pas pu tout jouer, mais j'aurais bien joué aussi à Realty Income, mais je l'ai pas faite à ce moment-là. Mais il y avait d'autres trucs à faire du même type que Realty Income, voire mieux. Puis cette valeur s'est reprise. Elle s'est reprise et puis là, on voit bien qu'on est dans un canal que je vais vous dessiner. Et on voit bien surtout, on voit bien qu'on sort du canal. Et quand on sort on va dessiner le canal ici, hein, ici. Voilà, on voit bien qu'on sort du canal et que tout ça c'est un signal d'achat, hein, tout simplement. Et quand on voit les plus hauts c'est 84, on est à 69, hein, là. Franchement, avec un dividende de plus de 4%, c'est vraiment le bon investissement à faire. Et aussi en termes de diversification, moi personnellement j'ai aussi besoin de diversifier un peu plus mon capital parce qu'effectivement et ça je l'ai compris, bien que j'étais bien conscient de ça, et je l'ai surtout compris pendant la crise du Covid, que d'être trop axé par exemple sur le pétrole, ça m'a joué des tours parce qu'effectivement j'ai eu quand même pendant cette forte baisse, j'ai eu une grosse dépression de mes actifs à ce moment-là. Alors évidemment, ça dure pas longtemps, évidemment, blablabla, blablabla. Ceci dit, euh, c'est des moments extrêmement douloureux à passer, sachant que vous n'avez pas respecté les règles parce que vous avez été trop exposé sur un type de marché, sur une seule valeur, et aussi
en fait, c'est dommage parce que à cause de ça, vous avez loupé aussi énormément d'opportunités. Donc, faire du long terme sur des valeurs comme Total, comme Air Liquide, comme etc., ça a du sens, c'est bien, mais diversifier un peu plus ces secteurs d'activité et le nombre de valeurs travaillées, je pense par expérience aujourd'hui que ça devient important, surtout qu'aujourd'hui on a de grosses opportunités qui nous permettent de faire une rotation sectorielle ou une rotation d'actifs tout à fait aisément, puisque là, il y a un choix de valeurs qui sont encore loin de leur plus haut, qui sont phénoménales. Il y a énormément de petites pépites à ramasser aujourd'hui, et donc bah, faut en profiter. Alors pour terminer, je vous avais conseillé United Microelectronics aussi, hein, qui a une 9,48% vendredi à la clôture. Donc ça, c'est vraiment enfin, United Microelectronics, c'est certainement la valeur qui sera certainement la numéro 3 après Taiwan Semiconductor et Samsung. Leur objectif, c'est de passer numéro 3 en termes de semi-conducteurs. Donc, c'est vraiment une valeur dont on ne parle pas aujourd'hui, qu'il faut avoir, enfin, je pense qu'il faut avoir une petite ligne de, de cette valeur qui est vraiment une valeur dont on parlera, je pense, dans les mois ou voire les années qui viennent. Donc, Bouygues, on, on conserve aussi un très bonne valeur. Maintenant, je vous ai un petit peu parlé de tout. Oui, GTT, j'ai beaucoup allégé GTT parce que voilà, j'avais besoin de liquidité, j'avais des bénéfices. Bon, il n'y en avait pas énormément sur GTT, mais je pense que c'est une valeur qu'on pourra retrouver un petit peu plus bas. Et même si vous gagnez plus sur une valeur, supposons que GTT monte de 5%, mais que vous gagnez 15% sur une autre valeur, quitte à la repayer 5% plus cher, si vous avez gagné 15% ailleurs, de toute façon, vous l'aurez quand même finalement 10% moins cher qu'aujourd'hui, en partant de ce principe. J'avais pris un peu aussi de United Parcel Service, un UPS. Voilà, vraiment une toute petite ligne, mais ça c'est aussi une belle valeur à mettre en portefeuille qui verse un beau rendement. Et je vous avais parlé d'ABC Arbitrage que je conserve, très petite ligne aussi, mais je la lorgne parce que je pense que c'est une valeur qu'on pourrait mettre en portefeuille un peu plus, hein, disons, vu que j'ai une petite ligne, hein, je pourrais la faire grossir progressivement, puisque c'est une valeur qui verse aussi un bon rendement. Alors maintenant, on va terminer hein, cette vidéo sur les crypto-monnaies. Et donc, on va aller regarder The King, hein, The Bitcoin. Le Bitcoin, hein, le roi des crypto-monnaies. Je vais vous charger l'analyse que je vous ai montrée dernièrement qui m'a fait sortir du Bitcoin. Alors, je vous avais mis un trend ici qui était ce point-là. Voilà, ce point ici. Et effectivement, eh ben, on l'a cassé. Donc, moi, je suis sorti. Hein, je vous ai dit, moi, si on cassait ce trend, je sortais toute ma pause Bitcoin. Alors j'ai sorti dans le même temps, hein, j'ai sorti aussi, même un peu avant d'ailleurs, parce que je sentais que ça puait. J'ai sorti tous mes VET, j'ai sorti XRP, sorti toutes ces crypto-monnaies dont je crois toujours, mais je pense qu'elles avaient d'abord surtout XRP et VET avaient vraiment beaucoup monté par rapport au Bitcoin hein, de toute façon. Donc prise de bénéfice, là pareil, prise de bénéfice. J'appellerais même pas ça une prise de bénéfice, c'est plutôt une protection des gains. Voilà, protection des gains. Ce qu'on n'eut pas à regretter, puisqu'on a vu que ça a bien dégueulé, ça continue à dégueuler derrière. Par contre, regardez cette bougie, là, on voit bien que sur les 48 000, hein, sur les 48 000 dollars, bah, il y a eu tout un tas d'intervenants qui sont venus et qui ont ramassé pour revenir sur les 50 000. Donc, tout simplement pourquoi?
Eh bien, parce que la zone des 48 000, c'est cette zone-là. Voilà. Et c'est aussi cette zone-là où on est resté quand même pas mal de temps à végéter. Donc c'est une zone où on se bat. Ça se bat beaucoup sur cette zone-là. Et on voit quand ça repart, ça revient taper sur cette zone-là pour repartir. Voilà, donc moi mon point ici, c'était un point très très fort, hein. D'ailleurs, ce point, il a été l'ouverture de cette journée-là. On est monté, et puis ensuite on s'est fracassé, on a cassé le trend, et puis on a clôturé en dessous du trend. Donc ça, c'était un point très très fort. C'est pour ça que j'ai mis un stop ici. Maintenant, néanmoins, c'est pas parce que j'ai été stoppé, parce que le marché il a dégueulé jusqu'à ici, que ça va continuer beaucoup plus bas, hein. Ça peut très bien faire comme ici, puis repartir de plus belle en hausse. Donc, il faudra suivre, hein. Effectivement, si on recasse ce trend par au-dessus, hein, forcément, force sera de constater que le Bitcoin repart à la hausse. Et pour ce faire, on, on regardera aussi Directional Index Mouvement, on regardera la moyenne de 12, on regardera ce trend là ici, on peut aussi tracer un trend sur le Bitcoin. Ça marche aussi, hein, les trends, hein. L'analyse technique, ça marche sur sur les crypto-monnaies aussi, hein. Sauf que ça va tellement vite et tellement fort que moi je crois peu en la possibilité qu'un individu soit capable d'être réactif, d'analyser très vite. Quand vous avez une bougie qui part, comme celle-là, hein, par exemple, hein, quand vous avez une bougie comme même ces deux bougies-là, euh, comment voulez-vous réagir entre pratiquement 60 000 et 44 000 en 2 jours? Je veux dire, le temps que vos signaux s'apprêtent, vous allez forcément rentrer ou sortir au plus pire des cas. Et donc, c'est extrêmement difficile de réagir par rapport à de l'analyse graphique sur des crypto-monnaies qui sont aussi volatiles et aussi extensibles en termes de pourcentage. Quand vous avez des variations de 25% ou 30% dans une journée, forcément, si vous travaillez sur des systèmes un peu plus moyen terme, vous prenez toutes les portes de saloon, hein. Donc c'est très très important d'acheter sur des crypto-monnaies dans lesquelles vous croyez. Et puis surtout, faut pas, si vous êtes collé, vous les gardez. Et puis vous attendez pour en racheter à des points plus bas. Vous accumulez, mais des petites sommes, quoi, des sommes raisonnables par rapport à votre portefeuille. Et puis surtout, quand vous avez bien bien gagné, comme là, ce fut mon cas ici, vous mettez des stops parce que vous n'allez pas reperdre tout ou partie, enfin, je suis bien une partie, mais petite partie de ce que vous avez gagné. Mais quand vous avez gagné beaucoup, n'oubliez pas aussi de prendre des bénéfices. Prendre des bénéfices, ça a du sens, hein, parce que ça sert à rien de gagner 1000% sur un truc et puis après de dire ouais j'avais gagné 1000% mais finalement j'ai tout perdu. La belle histoire quoi. Il faut absolument savoir prendre des bénéfices, surtout que une volatilité pareille et des bénéfices pareils, il n'y a que sur les cryptos quasiment que vous trouvez des bénéfices aussi fous. Vous pouvez gagner autant et quand vous avez réussi à bénéficier de la folie de tous ces individus qui ont porté ce marché-là jusqu'à des points pareils, soyez pas le plus fou de tous. Prenez des bénéfices, prenez des bénéfices. Il n'y a pas de honte à prendre des bénéfices, même si le marché continuait même si le marché continue à monter. Je vois pas la honte à ça. Prendre des bénéfices, si petits soient-ils. Si sur 1000% vous conservez 800%, vous serez quand même parmi les gens qui ont, par rapport à monsieur et madame tout le monde, ont énormément gagné, hein, parce que celui qui est sur du livret A, à 0,5%, la belle histoire, quoi. Quand vous avez fait 800%, même si vous n'avez pas fait les 1000,
qui vous avait été donné par le marché, mais vous avez été quand même un des meilleurs de, de, de tous les gens qui vous entourent. Donc, profitez de ce que le marché vous donne. Ça, c'est très très important d'être en capacité de savoir prendre ses bénéfices parce qu'il est difficile effectivement de prendre des bénéfices dans un marché euphorique où les gens se disent ça va aller plus haut, ça va aller plus haut. Effectivement, ça peut aller plus haut. Moi, j'ai aussi des objectifs sur le Bitcoin à peut-être 100 000 $, mais peut-être pas en ligne droite. Donc, et la preuve, hein, c'est qu'on est parti, on est passé de 64 000 à 48 000 quand même. Hein. Donc effectivement, moi, si j'ai pris des bénéfices sur les plus hauts, ce que je n'ai pas fait, eh bien, effectivement, peut-être que sur les 48 000, plutôt que d'avoir coupé ici, puisque j'aurais pas été en pause, j'aurais peut-être pris une petite ligne sur les 49 000, 48 000, parce que je me serais dit, peut-être que le marché peut rebondir, ce qu'il fait d'ailleurs là. Mais il peut rebondir pour mieux se recasser la figure. Donc, tout dépend de votre position. Il faut savoir gérer votre pause. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai coupé en attendant des points plus bas pour me replacer. Mais si j'avais été euh, parmi ceux qui ont pris des bénéfices ici, et vous en faites peut-être partie, bah, c'est peut-être pour vous l'occasion d'attendre que ce trend-là se soit recassé, par exemple, par le haut pour vous replacer à l'achat ou tout simplement de patienter, parce que la patience, souvent ça paye de patienter pour pouvoir essayer de ramasser le Bitcoin ou d'autres cryptos, hein, parce que là, moi, je ne peux pas vous analyser toutes les crypto-monnaies, hein, je préfère me polariser sur le Bitcoin, mais en tout cas, ce type d'analyse, ça tient sur toutes les crypto-monnaies. Maintenant, on va aller voir, pour terminer, vraiment pour terminer, Coinbase. Alors Coinbase, ouais, c'est toujours la baisse, quoi. Hein, ça baisse encore de 0,63%. Regardez un petit peu le graphique. Bon, après, fallait pas s'étonner. Hein. Moi, je vous l'avais un petit peu dit. Coinbase, c'était trop. Fallait pas participer à l'introduction. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, vous auriez certainement acheté marché certainement sur les plus hauts, hein, parce que tous ceux qui, même dans les instits, hein, les institutionnels, quand ceux qui sont rentrés dans le marché, et je pense qu'ils sont rentrés très peu dans le marché, ils sont plutôt rentrés carrément sur l'ouverture, hein, sur cette zone-là. Eux, ils ont vraiment payé le prix parce qu'ils avaient les moyens de passer avant tout le monde. Puis ensuite, c'est monsieur et madame tout le monde, hein, c'est tous les gogos, ce qu'on appelle les gogos. Ils sont venus tous racheter comme des dingues pour arriver où que le dernier gogo, Alfred, là, il a acheté ici et puis après, après, il s'est fait appeler Alfred, quoi. Après, voilà, boum, 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 boum. Ça n'a fait que baisser. Bah, tous les jours qu'on fait les cotations de Coinbase, ce fut la baisse, quoi. Voilà. Donc, quoi vous dire? Sur ça, on n'a pas assez d'éléments pour analyser la situation. Et c'est pourquoi je vous propose d'aller voir ça sur du 15 minutes. Tiens, on va regarder. L'autre fois, on avait fait du 30 minutes, mais on va regarder le 15 minutes. Et en 15 minutes, on voit bien ce qui s'est passé. Hein. On a l'ouverture ici. Les 15 premières minutes, les gens, ils y ont cru. Mais ils y ont cru, mais à donf. Hein. Donc ça, c'est certainement donc les 15 premières minutes, c'était les instits qu'on acheté ici. Sur la fin, je pense que sur la fin de cette première bougie 15 minutes, ça a commencé à être les gogos. Ensuite, les gogos, et puis ensuite, ça a été prise de bénéfices. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des instits qui ont eux acheté très certainement sur les 380 $, mais il y a beaucoup d'instits qui à 425,
voire plus haut, hein, 425, 429. Les instits sont certainement aussi sortis du marché. C'est-à-dire que eux, dans cette journée-là, ils ont pris leur 10-15%, ils se sont barrés. Et puis les gogos, bah, ils ont peut-être continué à racheter dans toute cette baisse, où ils se sont fait déchirer le fion, quoi, hein, tout simplement. Et puis voilà, le marché là a douté. Hein, donc il y a des gars qui étaient accrochés là, qui se sont dit ah, bah, je vais en prendre un petit peu, c'est une bonne valeur, c'est une bonne valeur. Et puis voilà, on est dans une phase baissière qui, pour moi, continue d'être baissière. Alors, où acheter pour ceux qui veulent absolument rentrer dans cette valeur? Pardon, je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'achèterai pas à ce prix-là non plus. Franchement, je ne sais pas, mais en tout cas, s'il fallait vraiment que j'achète cette valeur, moi, j'attendrai encore. Voilà, j'attendrai encore. Et, euh, et certainement que voilà, le mieux c'est d'avoir plus de cours de façon à pouvoir analyser la valeur en daily, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc moi je ne toucherai pas à la valeur, surtout que là en fait, hein, on l'a vu quand on regarde en daily. Si on regarde la valeur en daily, on n'a aucune raison de se porter sur le titre, hein. Tout est baissier, même si on n'a pas beaucoup on n'a vraiment pas beaucoup d'indicatifs, hein, puisqu'on peut pas faire de moyenne, on peut même pas faire de moyenne 12 jours, donc c'est intravaillable. Par contre, on peut quand même dessiner ici sur le plus haut, et voilà, sur tous enfin au moins sur l'autre plus haut, dernier plus haut, qui est un plus bas par rapport au plus haut, on peut se dire que tant qu'on casse pas ce trend, en tout cas surtout on ne touche pas à la valeur. Voilà, déjà c'est déjà la première analyse qu'on peut se faire. Tant que ce trend n'est pas cassé, on ne touche pas à la valeur. Voilà, ça c'est vraiment une règle qu'il faut se mettre en tête. Puis ensuite essayer, si vraiment on veut choper cette valeur, essayer de la choper beaucoup plus bas, quoi, parce que je pense que c'est une valeur qu'on risque de voir à 200, 230 très très facilement. Voilà. Mais alors, encore une fois, je peux me tromper, hein. Si demain la valeur part et qu'on la retrouve à 800, hein, vous me pardonnerez, mais voilà mon analyse en tout cas sur la valeur. Voilà, bah écoutez les gars, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end, hein, puisque le week-end commence, on est samedi, il est 13h08. Je vous souhaite donc un bon week-end et à bientôt.